TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 3 sujets, 4 invités et un caricaturiste. 3 sujets. Le premier, c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le deuxième, c'est pourquoi la France ne réintègre-t-elle pas les non-vaccinés alors que certains pays européens l'ont fait. Et le troisième, c'est une enquête qui vient d'être ouverte par le PNF, le parquet national financier, contre des abus de recours au cabinet d'audit, je vais y arriver, dans les campagnes de Macron 2017 et 2022. Ça, c'est les 3 sujets. Les 4 invités, c'est Laurent Arthur Duplessis, je vais y arriver aussi, Yves Christen, Jacques Georges et Patrick Ivard. Messieurs, bonjour. Et le caricaturiste, dessinateur d'humeur, et très souvent, ça saigne, c'est Ignace, il est là, et on le retrouvera à la fin. Allez, à tout de suite pour le premier sujet. Alors, premier sujet, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a voté à une assez large majorité, quelque chose d'inhabituel, l'inscription dans la Constitution française, celle de 58, du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, est-ce que c'est un moment à célébrer ? C'est ça ma question. Il y en aura d'autres aspects à aborder, mais je vous cède la parole, Jacques Georges. Oui, c'est un problème intéressant, sérieux et, à mon avis, sans solution satisfaisante. Je ne pense pas que ce soit à la place d'abord de la Constitution française de contenir de ce genre de dispositions. Il y a d'autres textes qui sont plus appropriés, tels que la Charte européenne des droits de l'homme. Enfin, ça, c'est une manière d'échapper un petit peu à la question d'aujourd'hui. Mais sur le fond, je pense que c'est le genre de problème qui est discuté, le sera jusqu'à la fin des jours, des temps. Nous avons le choix entre des inconvénients et des positions, de toute façon, toutes difficiles. D'un côté... Quoi, exactement ? L'IVG. L'IVG. Le principe même de l'IVG. Le principe même de l'IVG, c'est un meurtre, malgré tout. C'est quelque chose qui, sur le plan moral... c'est déjà prendre parti. Oui, mais je prends parti. C'est quelque chose qui, sur le plan moral... Et franchement, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais admis. Ceci étant dit, c'est un point de vue, mais il y a un autre point de vue que je vais vous raconter une histoire un peu personnelle et ancienne. Il y a très longtemps, dans les années 50-60, j'habitais dans un petit village des Yvelines, 200 habitants, où il y avait une vieille dame que j'ai très bien connue, qui était un petit peu disputée dans la population parce que c'était elle avait fait de la prison, elle avait fait des années de prison parce qu'elle était tricoteuse et elle avait... une faiseuse d'ange. Une faiseuse d'ange, exactement. Cette dame, je l'ai bien connue. Moi, j'avais 10 ans, 12 ans, et elle avait l'âge que j'ai maintenant. Donc, il y avait une grosse différence. Donc, c'était dans les années 30 et 40 qu'elle avait fait ça. Et dans le village, on disait,
c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait gratuitement. Elle l'a fait pour rendre service, et elle l'a fait parce qu'il y avait des pauvres filles qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient simplement pas les moyens, pas la possibilité d'accueillir leur enfant. Et donc elle était réprouvée d'un côté, et d'un autre estimée de l'autre. Et c'est tout à fait ma position aussi. Parce qu'elle était nécessaire. Parce que c'était nécessaire, et parce que surtout elle l'avait fait gratuitement, elle l'avait fait par générosité. Donc on voit bien qu'il y a l'aspect moral, et puis il y a l'aspect humanitaire, et où l'aspect, disons, on peut comprendre également, on peut comprendre les deux points de vue, ils sont inconciliables, et je pense franchement que la loi Veil, avec le recul du temps, c'était quand même un très bon compromis. Moi, à mon avis, il faut en rester là. Il faut en rester là. Voilà. Okay. Je pense qu'il ne faut pas confondre, il y a deux problèmes différents. Un qui est la question de l'avortement en soi, et l'autre qui est la question de l'entrée dans la Constitution. En ce qui me concerne, puisque chacun a une opinion sur le fond des choses, je suis très favorable à la loi Veil et, disons, à l'avortement. Mais je suis très défavorable à ce qu'on l'entre dans la Constitution, car ça ne me paraît pas du tout être l'objet de la Constitution. J'ajoute que... Même si la Constitution, elle a été modifiée je sais bien, 22 fois depuis 50 ans. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été toujours modifiée, introduite pour des bonnes raisons. Oui. Alors, il est évident qu'il y a dans la Constitution un préambule, une espèce de philosophie générale qui est, disons en gros, les droits de l'homme, si l'on veut, mais qui elle-même est discutable. Mais enfin, globalement, on peut imaginer que ça fait sens, car ça correspond à l'origine de la nation, au sens révolutionnaire du terme. Donc, peu ou prou, même ceux qui étaient hostiles à l'avenue de la République ont plus ou moins admis cela. Mais je crois qu'il n'est pas bon, d'abord de fonctionner avec l'air du temps, et ensuite d'introduire des problématiques qui sont elles-mêmes de nature à diviser les citoyens. Je pense que l'avortement, j'y suis très favorable. Je crois néanmoins que ça consiste à tuer quelqu'un qui n'a pas dit qu'il était d'accord pour être tué. Ce en quoi c'est très différent de l'euthanasie, vous le noterez au passage. Et dans ce cas-là, il y a forcément des gens que ça heurte comme principe. Et j'ajoute que, en vertu de ce que je viens de dire, de toute façon, ça pose un problème éthique. Même si on est très favorable à l'avortement, ce qui est mon cas, ça n'impose pas moins un problème éthique, puisqu'il s'agit de tuer quelqu'un. Et de ce point de vue-là, le mettre dans la Constitution, ça semble vouloir dire non, il n'y a pas de problème éthique, c'est un truc parfaitement normal, admissible par tous. C'est une mauvaise démarche sur le plan de l'éthique. Merci. Je vais vous céder la parole, Laura Arthur Duplessis, pour peut-être le recontextualiser. C'était une niche parlementaire de LFI et ça intervient dans le contexte américain. C'est rien d'autre que l'écho de ce qui s'est passé aux États-Unis où l'inscription de l'IVG a été remise en cause et maintenant, au lieu d'être une décision nationale, ça devient une décision de chaque État et certains États l'ont d'ailleurs déjà commencé à l'interdire. Mais en France, cette façon de vouloir inscrire l'IVG dans la Constitution est un déni de démocratie. On ôte au peuple la possibilité ultérieure de se prononcer par référendum sur ce sujet. Pardon, ou alors j'ai mal compris, mais comme cette loi, cette inscription est d'initiative parlementaire, oui, elle doit avoir l'accord du Sénat, oui, mais ensuite, ça n'est pas une validation par le Congrès, parce que toutes les modifications de la Constitution précédente était d'initiative gouvernementale. Là, comme elle est d'initiative parlementaire, ça implique référendum. Oui, mais... Sur ou non l'inscription de l'IVG. Ce qui pourrait devenir d'ailleurs, comme souvent les Français répondent à côté de la question, ce qui pourrait devenir une sorte de référendum pour ou contre l'IVG, et pas seulement l'inscription. Oui, néanmoins, admettons qu'effectivement tout cela arrive jusqu'au stade du référendum et que le peuple dise oui. Néanmoins, ça verrouille la possibilité, sauf
à introduire une modification constitutionnelle ultérieure, ça verrouille la possibilité de remettre ça en question, de refaire une consultation populaire, référendaire. C'est une façon de diminuer en quelque sorte et même de couper la possibilité d'une remise en question ultérieure. L'opinion, elle peut changer, l'opinion publique. Hein. On la sait très versatile, l'opinion publique. Et comme on la sait très versatile, que fait-on ? On veut constitutionnaliser le principe du droit à l'IVG de manière justement à éviter les ressacs de la versatilité de l'opinion publique. Je trouve que c'est un déni de démocratie. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Yves Christen. On farcit la Constitution d'éléments qui n'ont rien à y faire. Quand Chirac parle du principe, constitutionnalise le principe de précaution, mais c'est ahurissant. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. De Gaulle avait voulu cette Constitution comme un instrument d'efficacité gouvernementale compatible avec la démocratie. Mais De Gaulle doit se retourner dans sa tombe de voir qu'on constitutionnalise le principe de précaution. Et le gouvernement des juges derrière. Oui. Et le gouvernement des juges derrière. Alors, allez-y, Patrick Ibard. Alors, De Gaulle, peut-être, c'était déjà pas le premier à respecter la réforme de la Constitution, puisque quand il a réformé en 62, il a visé l'article 11 et pas l'article 89, ce qui fait que c'était déjà C'était une manière de contourner le Parlement à l'époque. C'était la manière de contourner le Parlement, oui, voilà, ça c'est sûr. Voilà. En ce qui concerne l'avortement, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et je commencerai par dire que, en mon nom personnel, parce qu'on s'exprime tous en son nom personnel, on ne peut pas parler au nom des autres, quoi. Mais je considère que c'est d'abord un drame avant d'être un droit. Ouais. Je crois que c'est fondamentalement ça. C'est d'abord un drame pour l'être vivant dont vous parliez qu'on va tuer. Oui. Et puis c'est un drame pour la maman qui ne sera pas maman et qui va vivre le restant de ses jours avec ce souvenir. Je vais vous raconter une anecdote. Ça remonte à déjà plusieurs années. Je me souviens avoir participé à une réunion avec des gens du Front National à l'époque, et un monsieur qui était déjà ancien au FN nous avait dit, vous savez, il y a deux sujets qu'il ne faut jamais aborder avec les Français, c'est la corrida et l'avortement, parce que tout le monde est farouchement pour ou farouchement contre. C'est les deux sujets qu'on a évoqués récemment à l'Assemblée nationale notamment. Alors la corrida, j'avoue que je n'ai pas d'opinion préconçue à ce sujet-là, mais l'avortement, moi, honnêtement, à titre personnel, ça me heurte. En ce qui concerne l'inscription dans la Constitution. Oui, juste un petit mot là-dessus sur le fait qu'il y a une forme de malaise ici, autour de cette table. Ce malaise s'est retrouvé dans les votes. Alors, la gauche unanimement a voté en faveur de l'inscription. La partie du gouvernement a quasiment unanimement. Les votes se sont partagés en revanche entre pour, contre et abstention, pour les Républicains et pour le Rassemblement national. Donc si vous aviez été député, vous auriez voté contre. J'ai beau avoir mis une cravate aujourd'hui, je ne suis pas député du Rassemblement national, oui, je le regrette, bien sûr. Mais j'aurais, à titre personnel, j'aurais voté contre, alors bien que sûr. Marine Le Pen, elle, au cours des débats, au cours des semaines, a bougé. Hein. Oui, c'est possible, mais je ne me prononcerai pas sur ce point-là. Je dirais que c'est une question de personne, ça peut pas être un ordre. On ne peut pas avoir l'ordre de voter pour ou contre. Je pense qu'on fait référence à ce qu'on a de plus profond en soi. C'est sûr que l'avortement, c'est comme l'euthanasie, c'est comme ce genre de choses. C'est vraiment fondamental. En ce qui concerne l'inscription dans la Constitution, qui est un autre sujet pas très loin de l'avortement, puisque c'était le problème de l'inscription dans la Constitution ou pas, il faut noter, on en a parlé, que la Constitution a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué, mais maintenant on a surtout des gardiens de la Constitution que sont les 9 progressistes qui sont au Conseil constitutionnel, qui ne sont pas des arbitres du tout, qui sont des militants, et ces gens-là s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'avaient pas au début, et maintenant la Constitution c'est quoi ? C'est bien sûr la Constitution de 58, plus le préambule de 46, plus la Déclaration des droits de l'homme de 89, mais c'est aussi et surtout les principes généraux du droit. Et là, c'est tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel, avec ses 9 militants progressistes, considère que tel sujet qui est porté à la reconnaissance est un principe général du droit, et ça peut l'être, ils sont compétents. C'est bien qu'ils sont compétents pour nous dire que, par exemple, je reviens à un autre sujet qui était important il y a peu de temps, c'était le confinement, et puis le passeport vaccinal et autres. Le Conseil constitutionnel n'a trouvé aucun problème
au confinement, la liberté d'aller et de venir avec les gens pas vaccinés, etc. Non, ça ne porte pas du tout atteinte. Donc, autrement dit, c'est intéressant, vous faites le parallèle, en gros, entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême américaine. Puisqu'on dit que la Cour suprême américaine est une Cour suprême qui a été décidée et construite en partie par Trump pour être composée de gens plutôt conservateurs. D'où l'aboutissement à ce qui s'est passé. Nous, c'est pas le cas. Mais je veux dire par là que le Conseil constitutionnel français se prend pour la Cour suprême des États-Unis et pense pouvoir nous dire la morale. On leur demande pas de nous dire la morale, on leur demande de nous dire si c'est constitutionnel ou pas. Et là, si on met l'avortement, puis demain l'euthanasie, puis la GPA, puis ce que vous voudrez, ils vont nous dire ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Non, je suis désolé, la morale, moi je l'ai j'ai pas besoin que quelqu'un me dise à ma place ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Jacques-Georges. Mais justement, à propos de la Cour suprême des États-Unis, on a fait dire à cette Cour suprême qu'elle avait supprimé un droit, mais pas du tout. Elle l'a rendu aux États. Ce qui est quand même c'est une très grosse nuance. Donc, ce principe ici, en France d'ailleurs, c'est une question qui ne se pose pas puisqu'il n'y a aucune menace. Il y a un consensus pour ne pas changer les choses et faire en sorte que, sur un sujet qui touche la conscience de chacun, ceci reste de la sphère, peut-être pas tout à fait privée, mais enfin, pour le moment, qu'on en reste au statu quo. Je pense que c'est la prudence. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas soulever ce problème-là, ce problème artificiel et nouveau, et un peu politicien aussi. Ce que vous dites, justement, est-ce que vous dites qu'en gros, la proposition de LFI est une proposition qui est purement politique ? Un peu politicienne. C'était une manière de se... Un peu. Se dorer la pilule. Un peu. Et d'autant plus que c'est une manière d'avoir une victoire assez facilement, car il était prévisible que cette proposition serait largement acceptée, même si le Front National avait été contre, etc. Il n'y avait pas de doute que ce serait accepté. Ce qui n'a pas été le cas. Ça marque donc, là aussi une évolution du Rassemblement national. LFI a donc là une victoire, et probablement que s'il y a un référendum, il aura une deuxième victoire, car je serais fort étonné que les Français votent contre, parce qu'ils auraient l'impression de voter contre l'avortement. Oui. Donc, c'est très intéressant pour LFI, surtout dans un contexte où quand même, ils sont un petit peu farfelus sur les bords. De faire un truc sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire de passer par l'Assemblée et d'arriver à faire imposer quelque chose. C'est politicien, parce qu'il y a 90% de Français favorables. Oui. Et je l'ai, ce qui est plausible. Donc je dirais que c'est une occasion rêvée pour LFI de faire une victoire facile et hypocrite. Alors, à ce propos, dans la même proposition de LFI, il y avait l'inscription dans la Constitution du droit à la contraception également. LFI voulait faire un package. Oui. Et donc ajouter un caractère très sociétal à la Constitution. Oui. Et ça, cette proposition a été rejetée. Elle n'a pas été possible. Oui, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Je dirais que LFI a voulu faire un package et a maximisé son avantage, ce qui est dans sa logique. Oui. Mais enfin, ceci, je pense, ne prospérera pas. Par contre, le nœud du problème reste posé. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va tourner. J'espère qu'on aura la sagesse de garder la Constitution pure de ses préceptes moraux ou de choses qui ne soient pas politiques, qui ne tiennent pas uniquement ou principalement au fonctionnement des institutions. Mais tel que la Ve République la traite, c'est quand même une Constitution qui peut grandir, qui peut être modifiée, contrairement à la Constitution américaine, qui est totalement figée dans le marbre et n'a pas bougé. Pas tout à fait. Il y a quand même eu, je ne sais pas combien d'amendements, il y a eu beaucoup d'amendements. Dans la Constitution américaine, je ne crois pas, non? Oui. Le fameux premier amendement, tout le monde en parle, mais enfin, je ne sais pas combien, j'ai plus ça en tête, mais c'est possible aussi dans la Constitution américaine. Bon, simplement, je pense que la Constitution française, je pense qu'elle est équilibrée et je pense qu'elle ne doit surtout pas devenir un outil d'idéologie à la mode. Voilà. Parce que quand on voit les débordements du wokisme ces temps-ci, il y a de quoi s'inquiéter de perspectives d'introduction nouvelle dans la Constitution, de principes
qui seront alors de plus en plus délirants, les principes du wokisme. Et cette constitution, à partir du moment où on en fait une pâte à modeler modifiable à volonté, on peut aller vers une dictature doctrinale, selon l'air du temps. Et toujours pareil, c'est un verrou, la Constitution, tout de même. Une fois qu'on a verrouillé un nouveau principe, c'est pas facile après de le déverrouiller. Hein. C'est antidémocratique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que vous attendez du Sénat une forme de sagesse qui ferait qu'il ne s'alignerait pas sur l'Assemblée nationale et que ça serait terminé? Le Sénat, effectivement, c'est la sagesse. Heureusement qu'il existe, d'ailleurs, entre parenthèses. Parce qu'il y avait, à un moment donné, même De Gaulle, il y avait une discussion sur la suppression du Sénat, ce qui n'était pas une bonne idée. Bon, je pense que sur ce plan-là, ce qui est en jeu, c'est le gouvernement des juges et le gouvernement de la moraline. Moraline, gouvernement des juges, ça va ensemble. C'est ça en profondeur qui est en jeu dans cette affaire. Et on constitutionnalise la moraline. Voilà. Sachant que dans la Constitution, il y a le principe de l'égalité homme-femme, il y a déjà un certain nombre de principes qui sont des principes de l'ère du temps ou un petit peu plus que l'ère du temps. Le principe de l'égalité dans la Constitution, liberté, égalité, fraternité, donc il va sans dire qu'il doit y avoir une égalité homme-femme. Ouais. Ça va. D'accord. Attention, parce que je pense qu'on on se trompe en imaginant que le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution, n'est gardien que des articles de la Constitution. Je le dis et je le répète, ils se sont arrogés le droit de juger en fonction des grands principes généraux du droit. Donc c'est tout et n'importe quoi. C'est pas uniquement les articles de la Constitution de 58, c'est bien au-delà. Oui. Et ça peut très bien être le cas de l'avortement. Ils vont nous dire, on aura nécessairement des questions qui seront posées au Conseil constitutionnel, et une fois de plus je le répète, ce ne sont pas des juges, ce sont des militants, ce sont des militants du progressisme, les 9 membres du Conseil constitutionnel, et ces gens-là feront ce qu'ils voudront sous prétexte qu'ils sont Conseil constitutionnel. Aujourd'hui c'est l'avortement, demain je le répète ce sera l'euthanasie, et après ce sera encore autre chose, on inscrira n'importe quoi dans la Constitution. Juste pour conclure, une modification de la Constitution, c'est quand même l'occasion, ce débat, de le rappeler, ça n'est pas chose facile. Hein ? Du tout, puisque c'est les 2 chambres, le Congrès ou le référendum. Donc il y a quand même des obstacles avant une modification de la Constitution pour ce que j'appelais tout à l'heure l'ère du temps. Hein, voilà. On va s'arrêter là. Alors Jacques-Georges, alors peut-être un mot. Comme par hasard, la prise de pouvoir du Conseil, la révolution juridique du Conseil constitutionnel qui s'est arrogé des pouvoirs qu'il n'avait pas dans la Constitution de 58, comme par hasard, c'est arrivé quand ? C'est arrivé en 71, juste après le départ du général de Gaulle. C'est pas un hasard. D'accord. C'était dans l'air du temps. Et maintenant, ça n'a fait qu'en croître et embellir. Il faut arrêter ça. On reviendra sur ce sujet, je suis certain qu'il nous donnera l'occasion de reparler de lui. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Alors, deuxième sujet, finalement, on poursuit sur la niche parlementaire de LFI, qui est celle qui a permis d'aboutir à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et dans cette même niche parlementaire, LFI a voulu faire passer la réintégration des soignants non vaccinés dans le corps médical. Et ça n'a pas été possible. Et la question que je pose, et que je vais vous poser, Yves Christen, c'est pourquoi la France, finalement, ne réintègre pas ces soignants non vaccinés ? Alors, je ne sais pas pourquoi le gouvernement agit dans telle ou telle situation, mais je crois qu'il faut essayer d'avoir des idées quand même claires. En ce qui concerne cette affaire de soignants non vaccinés, il me semble qu'il est normal que des gens qui pratiquent quelque chose et qui sont hostiles à la philosophie de quelque chose ne le pratiquent pas. Je veux dire que si vous êtes soignant, vous adhérez implicitement à ce qu'est la médecine occidentale à prétention scientifique, la médecine, ce qu'on appelle la médecine, vous voyez. De même que si vous allez voir un curé et que ce curé
vous fait un discours d'adoration du diable, vous estimerez qu'il est le contraire de ce qu'il devrait être. Si vous faites venir un plombier et que le plombier vous invite à mettre du béton dans les canalisations, il ne correspond pas au profil du plombier tel que vous le concevez. De cette manière-là, un soignant qui est contre la vaccination ou contre les vaccinations contre le Covid, et ceci indépendamment de l'état actuel sur l'efficacité des 10 vaccins. Il est clair qu'au moment où les vaccins ont été introduits, il n'y avait guère d'ambiguïté quant au fait que ces vaccins étaient souhaitables et efficaces face à une maladie qui clairement posait un problème. Donc, il me paraît évident que les soignants hostiles à la vaccination n'avaient pas leur place dans l'exercice de la médecine. Alors que par charité, que parce qu'on manque de soignants, on veuille les réintroduire, c'est une possibilité. Mais je crois que fondamentalement, quelqu'un qui est contre la vaccination, et notamment la vaccination Covid, n'a pas sa place dans l'exercice de la médecine. Alors, Patrick Yvard, alors ok, j'ai vu les mains se lever au fur et à mesure, ça va être dans l'ordre où j'ai vu chacun se manifester. Patrick Yvard, Laurent Arthur Duplessis, Jacques Georges. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des scientifiques qui seraient exclus parce qu'ils pensent mal. Une fois de plus, la science, c'est pas quelque chose... La science pose des questions, elle ne trouve pas toujours les réponses à toutes les questions qu'elle pose au fur et à mesure qu'elle avance. Combien est-ce qu'il y a de soignants qui sont faussement vaccinés? Vous avez une idée un petit peu, vous, du nombre de soignants qui se font faussement vacciner pour pouvoir continuer à garder leur boulot? Et ça fait quoi? Ça change quoi, la réalité des choses? Ça change que là, on est dans quelque chose... Il n'existe pas de chiffres des soignants faussement vaccinés. On ne peut pas les connaître s'ils existent. Oui, ils existent, il y en a. Ouais. Et puis, il y en a qui sont d'excellents médecins et qui ne veulent pas se faire injecter le produit Pfizer. Est-ce que vous avez une idée du nombre de soignants dont on parle? Parce que... 15 000. De soignants non vaccinés dans l'hôpital public et l'hôpital privé, on parle de 600 infirmiers et infirmières. 1500, moi j'ai lu. Et 75 médecins, médecins ou pharmaciens. Donc finalement, de pourcentage extrêmement faible. Hein. Laurent Arthur Duplessis. Il y a des soignants qui ne sont pas vaccinés, qui ont perdu leur boulot. De fait, 15 000. Moi, je vois dans la commune où j'habite, je vois dans le secteur piétonnier de la commune où j'habite, je vois un kiné qui a son panneau soignant non vacciné qui fait la manche. Vous trouvez ça normal? Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. C'est pas normal qu'ils ne puissent pas travailler. Laurent Arthur Duplessis. De 15 000 est très important, parce qu'effectivement, quand on prend l'ensemble, je crois que c'est à peu près ce à quoi on arrive. Les aides-soignants. Oui, effectivement, les kinés ne faisant pas partie du système hospitalier privé ou public ne sont pas dans le chiffre. Vous avez des personnels administratifs qui travaillent dans les hôpitaux, mais qui sont des rouages essentiels au fonctionnement d'un service hospitalier, qui n'ont pas voulu se faire injecter le produit Pfizer et qui ont perdu leur boulot. Laurent Arthur, merci. D'un point de vue pragmatique, au-delà des considérations doctrinales, la plupart des pays ont réintégré les soignants réfractaires. Il y en a 3 pour le moment, à ma connaissance. L'Italie, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres ? Et en fait, on est en pénurie de personnels médicaux, paramédicaux, et on se prive des services de ces gens-là, alors qu'il apparaît maintenant comme une vérité à peu près unanimement partagée que être vacciné n'empêche pas qu'on puisse contaminer son entourage. Et entre parenthèses, ça donne une lumière crue sur le pass vaccinal. On ne pouvait pas prendre un avion si on n'avait pas son pass vaccinal. Et on apprend maintenant qu'en réalité, même vacciné, on peut contaminer les gens. Bon. Mais il est certain qu'en période d'intense pénurie de personnels médicaux, il ne peut pas être acceptable sur un plan pragmatique, sur un plan pratique, de se priver de services de gens extrêmement compétents et extrêmement zélés qui, de toute façon, pourront, ne contaminera pas forcément. Et puis alors, on apprend aussi que, étant complètement vacciné, au bout de 6 mois, on devient probablement à nouveau non immunisé. En plus, on a appris que l'effet des vaccins est très très bref en réalité. Alors tout ça fait Vous êtes plutôt pour la réintégration, oui. sans condition.
Sans condition. Ok, on va faire le tour de table et on va refaire un... tester régulièrement. Ouais. Mais je dirais, un médecin qui a été vacciné il y a 8 ou 10 mois peut tout autant transmettre le virus qu'un médecin non vacciné. Ouais. Sachant que si ces soignants non vaccinés étaient réintégrés dans le milieu hospitalier, ça voudrait dire port de masque en permanence et test PCR au minimum une fois dans la journée. Donc le fameux truc qui va jusqu'au fond des narines. Si les gens acceptent d'endurer le test PCR une fois par jour, etc. C'est un test d'obéissance sociale, ni plus ni moins. D'accord. Jacques-Georges. Oui, moi je suis d'accord avec les deux précédents intervenants sur le fond. Je pense que pour une raison très simple et de principe, c'est que toute atteinte à la liberté doit être justifiée. Je pense que pour le moment, elle est insuffisamment justifiée. Elle n'est pas établie de manière claire par la science, et donc ça suffit pour moi. En plus, je dirais que le problème est clair. On pouvait avoir un débat jusqu'au moment où tant qu'on pensait que le vaccin était prémunissait contre toute possibilité de coller la maladie. Mais maintenant, je crois que ce sujet-là est clos. Être vacciné ne vous rend pour autant, disons, vous pouvez malgré tout donner la maladie. Donc je pense que la discussion elle est finie, et puis regardons un petit peu ce qui se passe à l'étranger dans une perspective de bon sens et d'apaisement. Pour moi, c'est clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion d'exemplarité par rapport au fait que le corps médical, dans son très 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 vaste majorité, a accepté ces contraintes, et que certains rebelles seraient réintégrés alors que eux n'ont pas fait ces efforts-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème presque moral? Il n'y a pas de consensus scientifique général, c'est pas vrai. Le monde scientifique est obligé d'écrire un faux article dans The Lancet signé par une actrice porno, c'est qu'il y a un gros problème. Ah, attendez, Yves Christen. Non, je crois qu'il faut quand même avoir... on ne peut pas se laisser entraîner à dire des choses qui sont manifestement fausses. Il est absolument démontré que ces vaccins, singulièrement les vaccins ARN, sont d'une grande efficacité. Il y a un consensus de la communauté scientifique, c'est-à-dire que dans le monde scientifique, quasiment tout le monde pense cela. Deuxièmement, ça n'est pas simplement une question d'opinion, quand on connaît un petit peu la science, on sait bien que ces vaccins, singulièrement les vaccins ARN, ne pouvaient que être efficaces. Le seul problème qu'il fallait, c'est rendre ces ARN stables biochimiquement dans les cellules. Ça ne pouvait pas ne pas marcher, sauf si l'ARN était dégradé, bien entendu. Et ce problème-là a été résolu. Donc, sur le plan théorique, ça ne pouvait être que efficace. Il a été clairement démontré que c'est efficace. Il est également démontré que si vous êtes vacciné, même si vous réattrapez le Covid, vous aurez une forme moins grave que... Et si, ça c'est absolument incontestable. Mais c'est une certitude. Sont très contestés pour le moins, par ailleurs, on peut tomber malade par ailleurs, pour la contamination aussi. Alors il est tout à fait vrai que ça n'est pas... un produit absolument parfait. Rien n'est une garantie. Écoutez, nous prenons sûrement ici, plusieurs d'entre nous, des médicaments, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires. C'est mon cas aussi. Nous n'avons pas une garantie. Nous savons bien que ça ne nous empêchera pas de faire un infarctus, mais on pense quand même, avec des raisons raisonnables, que ça va nous protéger dans une certaine mesure. Là, c'est la même chose. Il se trouve que ces vaccins n'assure pas une protection totale et définitive, comme ça a pu être le cas d'autres vaccins, mais qu'on est un peu dans un système du genre de celui de la grippe, c'est-à-dire qu'on a une protection qui a une certaine durée, et avec le temps, l'immunité s'affaisse, elle s'affaisse d'autant plus qu'apparaissent de nouveaux variants. C'est le jeu normal de la microbiologie. Il aurait été préférable, bien sûr, que, avec une seule dose, on soit définitivement protégé contre le Covid. Et là, ce n'est pas le cas.
Je ne suis pas du tout d'accord. Vous comparez un vaccin, un médicament vous soigne, un vaccin vous soigne pas, un vaccin vous immunise contre une maladie. Et là, de fait, ce soi-disant vaccin n'immunise contre rien du tout. Voilà. Non, mais vous avez tort de dire ça. Non, si vous prenez des maladies cardiovasculaires, si vous prenez un médicament antihypertenseur, il ne vous soigne pas, il vous protège contre un risque à venir. Pareil pour un médicament qui fait baisser le cholestérol. Vous comparez un médicament à un vaccin, ce n'est pas la bonne comparaison. Si vous prenez un médicament... C'est plus efficace que les médicaments. Ça, il y a guère de doute sur le plan médical. Un médicament vous soigne quand vous êtes malade. Un vaccin vous immunise contre une maladie que vous n'avez pas encore. Un médicament peut être préventif, comme sur le cas des médicaments cardiovasculaires en général. En ce sujet, j'ai découvert que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire pour le personnel soignant. Est-ce que ça vous étonne pas, Yves Christen, ou Je ne serais pas... Je pense quand même que la situation est un tout petit peu différente et que le Covid on a eu quand même des indications d'une plus grande gravité. Mais de toute façon, même si sur le plan médical, en faisant les statistiques a posteriori, on s'apercevait que le Covid n'était pas plus dangereux que la grippe. En réalité, les choses ayant été ce qu'elles sont, il est infiniment plus dangereux. Le Covid, ça a bloqué la planète. Enfin, c'est un phénomène, il faut quand même voir ça, extraordinaire. Ça a bloqué la planète. C'est donc, même si ça avait été anodin, La Chine, je veux bien, mais vous n'avez pas d'hécatombe en Afrique, autant que je sache. Les Africains ont un taux de vaccination qui est extrêmement faible. Il n'y a pas d'hécatombe ni à Kinshasa, ni à Lagos, ni partout ailleurs. Quand on parle de l'Asie, on parle de la Chine. Je veux bien, mais la Chine, ce n'est pas toute l'Asie. Combien est-ce que vous avez de millions de morts au Bangladesh et puis en Inde, du Covid, il n'y en a pas. Il y a aussi d'autres choses. Mais nous, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est notre monde à nous, et celui-là, il a été bloqué. Et je voudrais ajouter une autre chose. Si on regarde, on voit un peu de loin, pour les gens de ma génération, dans notre vie d'homme adulte, je ne parle pas quand on était jeune ou avant qu'on naisse, qu'est-ce qu'on a vu d'ultra enthousiasmant? Avant, on peut dire qu'on était enthousiasmé par l'énergie nucléaire, par la biologie moléculaire naissante, par des grandes œuvres de la littérature. Dans ma vie d'homme adulte, peut-être que je citerai la chute du mur de Berlin et la fin du communisme, encore qu'aujourd'hui on s'aperçoit que finalement, il n'est pas sûr que c'était si bon que ça pour nous. Mais je trouve que la survenue des vaccins, singulièrement des vaccins ARN, qui, dans le temps même d'une épidémie, a su faire face à cette épidémie, ça c'est un événement enthousiasmant. Je trouve que dans ma vie d'homme adulte, j'aurais vu une chose très positive avec l'apparition des vaccins ARN contre le Covid, même s'ils sont imparfaits, je vous l'accorde. Et 3 ans plus tard, on est au même point, en fait, on remet le masque. C'est très efficace. Et la grippe, on se vaccine chaque année. On va se vacciner contre le Covid tous les 3 mois jusqu'à la fin de nos jours? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas. A priori, on se dirige vers un vaccin annuel. Si j'ai bien compris, qui d'ailleurs serait grippe et Covid en même temps. Mais qui ne serait pas forcément obligatoire d'ailleurs. Parce qu'on peut aussi imaginer que ce n'est pas si gênant que ça, que les gens se vaccinent grâce au microbe lui-même, et puis ils meurent, et puis il y en a qui meurent, il y en a qui meurent pas. Les soignants qui ne sont pas réintégrés. Bon, allez, on va clore ce sujet. Jacques-Georges, juste un mot sur le plan éthique ou esthétique. Je pense franchement que pour le moment, de quoi souffrons-nous dans notre société? C'est de moraline, d'unanimisme forcé, et je pense qu'être un petit peu rebelle, ça fait du bien. On a besoin de rebelles, c'est pour ça qu'on existe. Ok, très bien. Allez, vous avez bien compris qu'on n'allait pas régler la question, mais c'est pas grave. Vous avez très bien tenu votre position, Yves Christen. Merci. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le 3e et dernier sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Troisième et dernier sujet. Alors, le parquet national financier, qu'on va abréger en PNF, on va en parler, vient de lancer 2 enquêtes concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, ceux de la campagne présidentielle 2017 et celle de 2022 qui vient de se terminer, à l'encontre
de McKinsey avec des soupçons de recel. C'est assez grave, la manière, en tout cas, dont c'est dit. Ma question, je me tourne vers vous, Laurent Arthur du Plessis, est-ce qu'on est dans un embryon de ce qui pourrait devenir un véritable scandale ? Effectivement, il y a là l'embryon d'un véritable scandale. En effet, en 2017 et en 2022, des personnels de McKinsey, cette agence américaine de conseil aux entreprises née il y a un siècle et qui a une dimension tout à fait multinationale, eh bien, on jouait un rôle de conseil pour les Macron, pour son équipe. Et la question est posée ensuite par le fait que certains éléments de ces personnels de McKinsey ont pu avoir des fonctions, une fois Macron élu, dans l'appareil d'État ou connexes. Bon. Et donc la question est posée de savoir s'il y a eu un échange de bons procédés. Alors l'argument fourni par les gens de McKinsey, c'est qu'ils participaient bénévolement aux campagnes, ils n'étaient pas rémunérés. Moyennant quoi, évidemment, comme je viens de le dire, la difficulté, c'est qu'après, on en a vu certains occuper des fonctions. Alors ça s'inscrit dans un problème plus général. C'est que de plus en plus, l'État français, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui font pareil, recourt à des cabinets de conseil privés, alors qu'on a pléthore de hauts fonctionnaires, et qu'ils pourraient très bien faire le boulot. Alors, imaginez que ces cabinets de conseil privés fournissent aussi des conseils gouvernementaux, fournissent des conseils sur les grandes orientations de gestion, de politique, etc. Et imaginons que le général de Gaulle ait sollicité McKinsey pour savoir s'il était opportun de lancer le programme nucléaire français et dans quelles conditions il fallait le lancer. On marche sur la tête, là. On a un État qui a plus de 1000 ans d'existence et qui n'a pas besoin de McKinsey pour déterminer la politique de la santé, etc. Bon. Et en fait, ça s'inscrit aussi dans le détricotage de la haute administration par Macron, qui est en train de supprimer les grands corps de l'État, et qui est en train d'établir en fait la permutabilité des fonctionnaires d'un secteur à un autre sans qu'il y ait de spécialisation. Ce que vous dites, c'est qu'il y aurait d'un côté une forme d'affaiblissement organisé de la compétence des hauts fonctionnaires, oui, et de l'autre une permutation vers des compétences extérieures, oui, voire des compétences dirigées, oui, par un autre pays. Donc ça détricote d'une part la haute administration, on le voit avec la diplomatie également, et ensuite il va pouvoir nommer diplomates, ambassadeurs, un peu tous les gens qui veut. Alors c'est le spoil system à l'américaine en réalité, ça. Mais on avait une particularité en France, c'est que notre État plus que millénaire cristalliser tout de même des hautes compétences et de la haute qualité. Toujours en place. Voilà. Je vais faire circuler la parole, Laurent. Jacques-Georges. Oui, je suis d'accord comme pratiquement toujours avec Laurent Arthur du Plessis. Non, mais justement, il y a une petite nuance quand même, parce que dans mon expérience professionnelle, oui, j'ai assez bien connu ces grands cabinets anglo-saxons, Pricewaterhouse, Deloitte, et bon, je les ai connus pendant des années dans la boîte où j'étais directeur financier ou secrétaire général. Je les ai pratiqués, j'étais leur client pendant très très longtemps, surtout sur le côté audit. Maintenant, il y a le côté conseil, c'est autre chose. Et puis tout récemment, encore au mois de mars cette année, j'ai travaillé moi-même comme expert. Il y a de la compétence ou il n'y a pas de la compétence? Ah oui. C'est du bidon? Oh, non. Non, j'allais dire justement, j'ai été moi-même expert de Pricewaterhouse encore au mois de mars cette année. Donc, je pense que quand même, ce sont des gens qui savent, qui sont sérieux, qui sont des gens solides, qui sont un peu l'élite des universités des différents pays. Donc, c'est quand même des gens de très haut niveau. Ceci étant dit, je suis d'accord. Est-ce que dans le privé, je crois que ça se justifie pleinement. Dans le public, c'est déjà beaucoup plus délicat. Surtout quand on est français, qu'on a une administration de qualité et que surtout c'est un transfert de culture qui se fait. Alors là, ça pose un problème, effectivement. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas y avoir... sur le principe, ce que je veux dire, c'est sur le principe, pour moi, il n'y a pas quand même de problème. C'est la quantité
qui me gêne. Est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas se dire que c'est intéressant parce que finalement, c'est de l'air frais, des compétences venant de la vie civile qui viennent dans l'État? Est-ce que c'est pas au contraire souhaitable? Il commence à y avoir un vice de plus en plus répandu parmi les grands décideurs, c'est d'adopter les critères des financiers. Et on le voit dans le monde de l'entreprise privée. L'État comme dans le monde de l'entreprise privée, et je pense que vous en avez été témoin, de plus en plus, les conseils d'administration exigent de l'entreprise privée des gains à court terme et le moyen... tout ça. Voilà, à cause des cours de bourse. À cause des cours de bourse. Et le moyen et long terme est souvent sacrifié, même, je dirais, pour une entreprise privée, une grande entreprise privée, au profit du court terme. Or, finalement, le court-termisme des milieux financiers d'aujourd'hui est aussi en train d'infiltrer l'appareil d'État par le biais de ces cabinets privés de conseil. Or, s'il y a bien une instance qui doit se préoccuper du moyen et du long terme, c'est un État, justement. Alors, et là, il y a un vrai problème. Dans l'ordre des mains levées, allez-y. Patrick Livard. Je dirais qu'il y a un problème et une question. Le problème, c'est celui de la démocratie, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les décisions, le pouvoir décisionnel n'est pas élu. C'est-à-dire que les gens qui prennent des décisions ne sont pas des gens élus. Mais qu'est-ce qui dit qu'un cabinet de conseil qui rend un rapport est forcément suivi? Parce que finalement, c'est un conseil et au management, donc aux élus de trancher. Il a été suivi. Alors, pardon, ils sont payés combien pour rendre des avis qui ne sont pas suivis? Alors là, ça serait le scandale du siècle. Ils sont payés des millions d'euros pour rendre des avis, puis après on va dire « Ah ben non, finalement, non, c'est pas bien, ça m'intéresse pas, on met ça dans un tiroir. » Non, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a McKinsey et d'autres boîtes de conseil qui de fait, dirigent indirectement la France et les gens qui ne sont pas élus. Et on s'aperçoit qu'on a un autre gros problème avec la Commission européenne, de cette Union européenne qui est dirigée par des gens pas élus, qui nous dirige aussi. Donc oui, la démocratie là-dedans, je veux dire. Là, pareil, quand on était un petit peu plus jeune, on n'entendait pas forcément CRSSS, mais on entendait élection piège à con. Et là, à quoi ça sert de voter pour des gens qui n'ont plus de pouvoir, alors qu'il faudrait qu'on élise les gens qui dirigent McKinsey ou les gens qui dirigent la Commission européenne, parce que c'est eux qui nous dirigent véritablement. Donc ça, c'est vraiment le scandale démocratique. Après, j'ai une question qui nous ramène au parquet national financier. Comment se fait-il que le parquet il est aux ordres, hein, quoi qu'on en dise, le parquet il est aux ordres. Celui-ci est réputé pour être parfaitement étanche du pouvoir politique. Hein. Non, il n'est pas du tout étanche. Non, Serge Tournaire, il est désigné, c'est pas la même chose. Le parquet national financier, c'est celui qui décide que Serge Tournaire va faire une enquête. Serge Tournaire, je veux bien, mais le parquet national financier, quand on lui dit d'enquêter sur des costumes de Fillon, il le fait du jour au lendemain. Parce que c'est Fillon, le PNF actuellement, c'est Fillon, c'est Ciotti avec les multiples emplois de son ex-femme, etc. Voilà, tous les gêneurs. Comment se fait-il que le parquet national financier, qui est aux ordres, décide d'enquêter contre, on va dire, indirectement contre Emmanuel Macron? Il s'auto-saisit. Alors, si j'ai bien compris, il s'auto-saisit avec des dénonciations, des plaintes, ou voire même, et je crois que c'est ça l'origine de ce qui se passe avec Macron, d'un entrefilet dans le canard. Et c'est nouveau, ça. C'est le canard enchaîné qui décide de l'ouverture de poursuite. C'est bizarre, ça. Non, c'est le PNF qui décide. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il s'auto-saisisse, le PNF, il fait ce qu'on lui dit de faire. Le PNF, jamais de la vie, il va se heurter au président de la République. Et je ne comprends pas pourquoi le PNF se décide là maintenant, alors que Macron vient d'être réélu. Je ne comprends pas pourquoi le PNF prend cette initiative d'enquêter sur Emmanuel Macron, sur le financement de ses campagnes électorales. Ça m'étonne. Si vous avez écouté ce matin sur Radio il y avait une émission très intéressante sur ce sujet. En gros, la conclusion, c'est que il ne se passera pas grand-chose. D'accord. D'abord parce que le président de la République est protégé par son immunité. Je rejoins ce que vous venez de dire, et il ne se passera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que finalement, le PNF, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver des preuves comme quoi il y a un lien entre les prestations de McKinsey dans les campagnes 2017-2022, un lien avec l'attribution de certains postes à des gens qui viennent de chez McKinsey. Alors, pas seulement les postes, ce qui est en question, semble-t-il, plutôt que les postes, c'est le fait que, justement, les administrations
directions, les ministères aient recours à ces cabinets de conseil. Et que ce serait une sorte de renvoi d'ascenseur. Oui, mais ça, sur le plan juridique, c'est pas un grief sur le plan juridique. Mais sur le plan juridique, ce que peut faire le parquet national financier, c'est de trouver des preuves pour dire, oui, un tel qui a participé à la campagne a eu après ce poste uniquement à cause de ça. Et puis alors, en sous-main, peut-être de trouver aussi des pots de vin qui auraient pu être... Voilà. Mais enfin, c'est très spongieux, ça donne pas beaucoup de prise, et je rejoins tout à fait votre opinion. En fait, je crois pas que ça va aboutir. C'est pas la mienne, c'est Il y en a un qui n'a pas parlé, c'est Yves Clisson. La question n'est pas simplement de savoir si ça va aboutir ou pas sur le plan juridique. Si ça éclabousse les gens, regardez l'affaire Fillon, ça fait du mal aux personnes qui sont éclaboussées. Alors je ne sais pas si Macron sera ou non éclaboussé, et je ne suis pas dans aucun secret, mais il y a un point sur lequel je voudrais donner mon point de vue, et Patrick Yvard l'a un peu abordé, c'est le fait que, y compris dans les entreprises, l'appel à ce genre de cabinet est fait pour ne pas porter le poids d'une décision. Et on va dire, notamment avec les audits, c'est pas moi qui ai décidé de supprimer le secteur de l'entreprise parce que ça nous a été conseillé. Donc ne vous en prenez pas à moi. Et il est intéressant de voir que sur le plan politique, il y a aussi de cela. Laurent parlait tout à l'heure du général de Gaulle. Il est évident qu'on n'imagine pas de Gaulle dire j'ai décidé le référendum ou j'ai décidé les accords d'Évian parce que le cabinet McKinsey m'a demandé de le faire. C'est-à-dire j'ai décidé parce que c'est moi le chef et c'est moi qui décide cela. D'une certaine manière, c'est ce que devraient faire toujours les présidents, surtout dans un pays comme la France, avec la constitution que nous avons. Et là, c'est un moyen de dire c'est pas moi. Et en même temps de se situer dans la perspective Startup Nation. Vous voyez, on ne fait pas appel au cabinet de Plouc, de Cohen, de Bécon-les-Bruyères ou de Limoges. On fait appel à McKinsey. Donc, certainement, ils sont compétents. Je ne conteste pas cela. Mais ça a tout de même une valeur marketing plus importante que si on faisait appel à quelqu'un d'autre. Et ça s'inscrit d'ailleurs tout à fait, justement, aussi dans cette sensibilité mondialiste qui voudrait qu'effectivement il y ait une gouvernance mondiale, que des grands américaine, pour être voilà, qui est en réalité américaine, et c'est l'américanisation des esprits, c'est l'américanisation des pratiques de la classe dirigeante française et comme dans d'autres pays. Et Macron, qui effectivement rêve de la Startup Nation et qui voit tout par le prisme comptable en quelque sorte, bien qu'il y ait beaucoup à dire aussi là-dessus. Le prisme entrepreneurial, ça c'est certain qu'on le voit chez Emmanuel Macron, plus que chez tout autre dirigeant précédent. Et qui omet le long-termisme, qui omet la raison d'État, et en réalité, dans l'esprit de Macron, la nation et l'État-nation sont des archaïsmes dont il faut se débarrasser au profit d'une vision très comtiste de la vie politique, Auguste Comte, qui disait, et Saint-Simon, puis surtout Auguste Comte après, qui disait il faut remplacer le gouvernement des hommes par le gouvernement des choses. Il y a une rationalité économique qui englobe tout, et c'est la pensée comtiste qui irrigue les cerveaux des élites françaises, européennes et occidentales. C'est de l'Auguste Comte à l'état pur. Or, on voit que de plus en plus les limites de cette pensée actuellement. Alors, je vais vous dire, on va se taire après ça. Excusez-moi, mais c'est assez rare que Auguste Comte soit cité dans cette émission. Saint-Augustin aussi ? Ah non. Non, alors, quel saint avez-vous ? Si, dans une émission précédente. Oui. Alors, bon. Est-ce que je peux dire deux mots sur Auguste Comte et Saint-Simon ? Et Saint-Simon. Voilà, c'est Saint-Simon. Voilà, c'est ça. Parce que, d'ailleurs, il y a un philosophe de droite, un historien des idées de droite, j'ai plus son nom en tête, qui avait fait une communication, même une étude, même peut-être un bouquin sur Macron égale Saint-Simon. Et je crois que ça, c'est très, très juste. C'est une analyse très profonde et juste. Auguste Comte, ça n'est pas que ça. Il a été reçu, ce fameux auteur. Et Saint-Simon n'est pas un saint. J'ai eu un problème de compréhension et d'écoute. Mais enfin, globalement, ok, merci d'avoir cité Saint-Simon et Auguste Comte. On sent qu'on pourrait durer. Allez, c'est terminé pour cette émission. Enfin, on va se retrouver évidemment avec Ignace pour voir ses caricatures et ses dessins dans quelques secondes. À tout de suite.
Allez, j'ai reçu les dessins d'Ignace. C'est un très grand cru. Allez, merci Ignace. Laurent Arthur Duplessis, ça s'affiche là normalement, hein, préfère un référendum sur l'avortement. Si on faisait voter les fœtus, il y a des chances pour que ça ne passe pas. Ce que j'aime, moi, c'est la tête de Laurent Arthur, qui est une sorte de bojo trumpiste. On me compare à l'un ou à l'autre, selon. Oui, c'est ça. Alors, Patrick Ivard. Patrick, vous, avec la boucle d'oreille, je suggère cette modification qui ressemble un petit peu à celle d'un pirate. Patrick Ivard, doublement rebelle, politiquement correct, en votant au RN, ouais, bien sûr, et au RN en étant contre l'avortement. Rock'n'roll attitude. Excellent. Je trouve que les têtes sont très bien trouvées. Yves Christen, pas dupe sur l'issue favorable pour Macron. On devra se contenter d'éclaboussures. Oui, allez, il est pour vous ce dessin. Inscription de l'IVG dans la Constitution, un conflit générationnel. Elisabeth Borne d'un côté et un bébé qui dit non. Il n'a pas l'air content. Allez, le dernier. Non, il y en a un pour moi. Ouais. Borne opposée à la réintégration des soignants non vaccinés. Parce que la science est contre, surtout Big Pharma. Vraiment, vous pensez ça? Voilà. Allez, et Macron qui est au-dessus de tout, oui, bien sûr. Sur le Mont Olympe. Excellent. Oh, je finis par moi. Je me suis gardé tout de rose vêtu. Franck Tanguy intègre bien ses invités non vaccinés, sinon il n'y a plus de débat. C'est vraiment me prêter de mauvaises intentions. Allez, il ne faut pas s'attendre à être ménagé. On se retrouve dans 15 jours. Ce sera d'ailleurs la dernière émission de l'année. Et voilà, on fera des petites choses sur Noël, j'imagine. Soyez sages ou pas. Soignez-vous, c'est sûr. Et rendez-vous dans 15 jours donc. Au revoir.